Ben, tout d'abord, merci beaucoup, Sarah, pour ton bel accueil. Merci aussi à Marianne qui est là habituellement, qui m'a contactée pour m'offrir le privilège, en fait, de m'adresser aux gens de besoindaide.ca. Félicitations et merci à besoindaide.ca pour cette belle initiative d'offrir du positif, puis tu sais, surtout qu'on s'adresse avec besoin d'aide.ca à des gens qui probablement le cœur gros, en crise, qui vivent des périodes difficiles. Fait que ça fait du bien, puis merci d'offrir ça gratuitement dans la communauté, puis longue vie à ce projet-là. Alors, merci à vous d'être là. Je reconnais plusieurs personnes que j'ai le plaisir de côtoyer hebdomadairement dans certains de mes programmes, dans les accompagnements. Là, je reconnais certaines belles dames qui sont là. Euh, je vais juste renchérir un peu sur la belle présentation que Sarah a faite de moi. Oui, hein, on a bien des titres, là, conférencière, entre autres, puis j'étais plus active au niveau des conférences avant, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais la COVID qui est arrivée dans nos vies. Avant ça, je me promenais à travers le Québec, mais depuis, on dirait que ça se fait beaucoup en ligne et tout ça. Je suis auteure de 3 livres. Je suis animatrice télé, celles qui suivent l'astrologie. Je suis animatrice de l'émission Astromag avec Marie-Claude Nadeau, qui est l'astrologue. Là, je suis l'animatrice. Et aussi l'émission Rupture, qui aborde le sujet de la séparation et du divorce, de la reconstruction. Je suis coach professionnel. Je me spécialise dans le deuil, les changements de vie et particulièrement j'accompagne les femmes qui vivent la rupture amoureuse. Donc, je les accompagne dans la reconstruction après la rupture. Ensuite, je suis aussi chroniqueuse. On me voit écrire dans le magazine Vive, qui est un magazine en développement personnel. J'ai le privilège de faire les entrevues des invités en page couverture et d'écrire régulièrement des textes. Bref, j'adore écrire, communiquer, tout ça. Ça fait partie de ma vie puis de ma mission, je pense, de le faire ainsi. Donc, pour moi, c'est un privilège, un petit bonheur d'être ici ce soir. Particulièrement, je me trouve particulièrement chanceuse d'être là en cette semaine de la prévention du suicide. Parce que ça me touche, parce que ça m'a touchée aussi par le passé. Puis, au-delà de tous les titres que je vous ai présentés, ben, je suis une humaine, 100% humaine, qui a vécu son bon lot d'épreuves, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux en parler parce que j'ai marché le chemin. Puis quand on parle de, justement, besoin d'aide.ca avec la crise du suicide, ça me ramène automatiquement en 2017. À la base, je suis maman de 3 enfants, puis le premier, qui a 24 ans, est né avec une importante maladie. Et ça a été une des épreuves. Mais avant ça, la femme en moi en avait eu plusieurs. Mais en 2017 particulièrement, mon fils a eu une 4e chirurgie cardiaque. Puis il est porteur de valve mitrale mécanique depuis l'âge de 18 mois. Puis en 2017, à sa 4e chirurgie cardiaque, on a sectionné l'aorte par erreur. Ce qui a fait qu'il a été dans le coma pendant quelques semaines, quelques mois. Il a perdu l'usage des jambes, il a dû réapprendre à marcher, il a été en centre de réhabilitation. Ça a été une période, plusieurs mois à l'hôpital. Il a fait un syndrome du compartiment. Bref, plusieurs complications. Fait que ça a été très, très difficile pour la maman, le cœur de maman. Mais ce qui était particulier aussi, c'est que l'amoureuse était en grande crise aussi parce que je me séparais, on était en procédure de divorce. Fait que donc, l'ex-conjoint et moi, aux soins intensifs à côté de notre fils, puis on avait à, on avait à vivre ça ensemble, en plus de notre cœur blessé qui était là au chevet de notre fils. Et j'étais travailleur autonome, fait que donc je passais mon temps à l'hôpital, puis là, ben, comme je deviens monoparentale, donc je dois assumer toute seule les finances. Fait que bref, je pouvais pas travailler, à l'hôpital, puis mon fils va avoir été malade comme 1 an, fait que ça a duré très, très longtemps. Quand il y a eu une petite accalmie de ça, même j'avais des amis qui avaient fait des GoFundMe pour m'aider à payer à ce moment-là mon épicerie. Fait que donc, tu sais, voyez la carte, là.
L'enfant est à l'hôpital aux soins intensifs, t'en as deux autres à la maison que tu dois gérer, les finances, ça va pas, le cœur, ça va pas, l'emploi, ça va pas. Bref, là, tu sais, quand tout va mal dans ta vie, là, c'était à ce moment-là. Quand il y a eu une petite accalmie, que là, le stress, la tempête est passée, je me souviens de prendre mes marches sur le bord du fleuve à Cap-Rouge, parce que je viens de cette région-là, et de m'asseoir près du fleuve, puis de regarder l'eau, puis de me dire, puis de m'imaginer morte, décédée. Je me serais jamais suicidée parce que moi, j'ai la valeur de la responsabilité et mes enfants. Mais je me surprenais à m'installer là et histoire de ne plus avoir mal dans mon cœur, dans ma tête, dans mon corps, de juste me dire, mon Dieu, hein, si j'étais morte, comment ça serait calme. Évidemment, j'en ai parlé avec mon médecin, puis là, mon médecin, ben là, j'ai commencé des antidépresseurs, j'ai commencé un suivi, je suis pas restée toute seule là-dedans. Puis aujourd'hui, ben vous me voyez parler de cette histoire-là, fait que vous pouvez en conclure que ben j'ai remonté la pente, je suis revenue à moi, j'ai retrouvé mon sourire, j'ai retrouvé ma vie. Mais cette période-là a été très, très difficile. Puis pourquoi je vous parle de ça? C'est que si on parle de besoindaide.ca, ça se peut fort bien qu'il y en a qui m'écoutent en ce moment, puis qui sont peut-être avec ces pensées-là, qui sont peut-être aussi, eux aussi, à chercher une porte de sortie sur la souffrance. Ben, je veux juste vous rappeler que besoindaide.ca est là pour ça, justement, qu'il y a des lignes d'aide, de ne pas rester seul, de faire ce que vous êtes en train de faire, là, de venir chercher du positif à travers des conférences, bref, de vous entourer. Puis je veux surtout que vous reteniez que la vie est faite de haut et de bas, puis là, je vais vous partager ce soir des prises de conscience, des apprentissages, et on en sort de ça. Tout change. Hein? Si vous avez vu la conférence de François Lemay, c'est une de ses phrases. Hein? Il dit extension, puis que tout change. Puis c'est vrai que tout change. Tout finit par passer. Mais quand on a la tête, là, puis nos pieds dans notre caca, là, puis que ça va pas bien, ben ça, c'est des phrases, des fois, qu'on veut pas entendre que à un moment donné, on va se rendre compte qu'il y avait un cadeau dans notre épreuve. Puis dans les fameuses étapes du deuil qu'on traverse, on se rend compte que la dernière étape, c'est l'apprentissage, c'est d'arriver à voir le cadeau de tout ça. Mais dans le début, là, des fois, on le voit pas, puis on comprend pas pourquoi. Fait que donc, mon message là-dessus, c'est garder espoir parce que moi, j'ai écrit 3 livres. Le premier livre s'appelle Des millions de soleils, qui raconte justement l'histoire de mon fils, la maladie, toute son histoire, mais surtout la transformation que l'accompagner dans sa maladie a emmené pour moi la femme, la nouvelle femme. Quand je parle de rupture, hein, puis on va le voir, rupture, la deuxième chance, c'est qu'au-delà de la rupture amoureuse, chaque épreuve amène une rupture dans notre vie. Une rupture avec soi-même, une rupture avec l'ancienne version de nous pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. C'est ça le concept derrière Rupture, la deuxième chance. Bon, évidemment, je suis une coach en reconstruction suite à la rupture. Je pourrais vous parler de séparation et divorce, mais comme ici, le public est plus large, on va l'aborder, mais on va l'aborder plus grand que ça parce que ça va au-delà d'une rupture amoureuse, la rupture. C'est vraiment associé à toutes les épreuves qu'on peut rencontrer dans notre vie. Donc, la fille qui a écrit Des millions de soleils rayonnés malgré l'épreuve, puis qui dans ce livre-là incitait son fils à partir de son lit d'hôpital à trouver un soleil par jour. À un moment donné, en 2017, quand elle était assise sur le bord du fleuve à Cap-Rouge, elle n'arrivait plus à en trouver des soleils. Aujourd'hui, est-ce qu'elle en trouve? Elle en trouve des millions, comme son livre. Est-ce que c'est toujours facile? Non. Mais il y a toujours, puis là, je suis revenue à ce que j'enseigne là-dedans, il y a toujours un soleil derrière les nuages. Mais des fois, on ne le voit pas tout de suite. Donc, tout passe, puis c'est possible de retrouver la lumière, de retrouver l'espoir. Puis quand c'est là, puis quand on est dans un creux, bien, la chose la plus grande et la plus merveilleuse qu'on peut faire pour ça, c'est de se donner de l'amour, de se faire accompagner, puis de ne pas lâcher. Tantôt, je vais te parler de ton jeu. Ton jeu, c'est ce que tu as de plus précieux. Pourquoi je te dis tout ça aujourd'hui? Parce que je veux que tu comprennes que j'ai marché le chemin moi aussi. Puis que les outils que je vais t'emmener ce soir, les prises de conscience, elles ont été prises de mon vécu.
Les apprentissages, ça vient aussi de mon vécu, parce que dans le développement personnel, on peut s'inspirer de nombreux livres, on peut répéter ce qu'on entend et tout ça. Et moi, je voulais t'offrir du vrai, de moi, de ce que vraiment j'ai vécu. Donc, ce soir, j'ai pas de PowerPoint, j'ai pas de flafla. Pourquoi? Parce que si j'avais un PowerPoint, tu me verrais en tout petit dans mon écran. Puis c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment qu'on se parle ensemble, que tu sois là, que j'arrive à te regarder, même si j'en vois juste six, là. Mais je sais que vous me voyez. Donc, c'est pour ça que je voulais. Fait que si tu es pas séparé, divorcé, reste là parce que la rupture, c'est beaucoup plus grand que la séparation. Fait que des épreuves, hein, je connais ça. La semaine passée, j'étais encore à l'hôpital avec mon fils de 24 ans qui a une pathologie. On a passé la dernière semaine. Figure-toi donc qu'une bactérie a attaqué son cœur, puis il est porteur de 2 valves mécaniques. Fait que ça a été la frousse la semaine passée. Et c'est comme ça sa vie, c'est comme ça son histoire. Puis par le fait même, comme je suis sa maman, ben c'est des hauts et des bas aussi. Et la semaine passée, justement, tu sais, quand on est dans une chambre d'hôpital, puis que les médecins, tu sais, nous parlent de la condition, de médicaments, puis que moi, j'arrive à nommer certaines pathologies, certains médicaments, parce que ça fait 24 ans que je vais dans les hôpitaux, tu sais, dans les hôpitaux et très régulièrement. Ben là, des fois, ça arrive qu'on me demande, ben est-ce que tu es infirmière, est-ce que tu es médecin, parce qu'ils trouvent que j'en sais pas mal. Et là, ben dans ce temps-là, je donne un coup de coude à mon fils, Pierre-Olivier, puis là, je dis au médecin, ben non, c'est parce que nous deux, on a un post-doctorat en vie humaine. Pourquoi? Parce que on a eu des hauts et des bas à travers sa maladie, à travers toutes les autres épreuves. Et ça, moi, ça m'a appris qu'on pouvait rayonner malgré l'épreuve, avec l'épreuve ou grâce à l'épreuve. Accompagner un enfant dans sa maladie, c'est un gros mandat que la vie te donne. C'est quand même une grosse épreuve de voir souffrir quelqu'un puis d'être impuissant, de pas savoir trop comment, de vouloir lui enlever la souffrance, mais de ne pas pouvoir le faire. Mon fils, il avait 3 jours quand on a su qu'il avait une cardiomyopathie hypertrophique sévère. Quand la cardiologue a dit ça, mon ex-conjoint et moi, la première chose qu'on a demandé, mais pourquoi il y a ça, lui? Et là, elle nous a dit, bof, il y avait pas de raison plus que quiconque d'avoir cette maladie-là. Vous avez eu le numéro gagnant. Le numéro gagnant. Hmm. Et là, elle nous a ajouté qu'il y avait 50% de chances de survie, puis qu'il était pas, que c'était une maladie qui était quand même rare, puis blablabla, bla, bla, bla. Là, je vais vous éviter tout ça, mais ce qu'on a retenu, c'est le numéro gagnant. Et ça m'amène à la première prise de conscience. La première prise de conscience, c'est on gagne tous à la loto de la vie. La loto de la vie, hein, comme nous, moi, on a gagné le numéro gagnant. Ça veut dire mon fils a gagné une maladie, il a gagné un handicap, il a gagné plein de chirurgies et tout ça. Moi, j'ai gagné d'être la mère d'un enfant qui avait des défis de santé puis que je devais accompagner. Toi qui m'écoutes, tu as aussi gagné quelque chose parce qu'on gagne tous à la loto de la vie. Fait que peut-être que toi, c'est une maladie, un cancer, peut-être que c'est le deuil de quelqu'un. Tu sais, t'as ton lot gagnant toi aussi, t'as une difficulté quelconque, un burn-out, une maladie, tu vis peut-être de la violence conjugale. Bref, on a chacun notre lot. Et à la loto de la vie, ce que j'ai compris, c'est que, premièrement, on est tous gagnants. Pourquoi? Parce que juste le fait d'avoir une vie, on a gagné la plus grande course, la course la plus importante de notre vie contre des millions et des millions de petits spermatozoïdes qui voulaient toute notre place. Puis c'est nous qui l'avons gagné ici. Fait que chacun ici, on a une place sur la terre parce qu'on a gagné déjà une première course. Après, on a eu plusieurs victoires. On a appris à marcher, à parler et tout ça. Et la vie nous sert tout au long de notre existence différents lots gagnants. Puis j'ai compris il y avait 3 sortes de lots, 3 façons différentes de réagir. Il y a ces lots-là qui nous viennent comme des cadeaux, hein. Gagner à la loto, on a gagné un concours, une médaille, une augmentation de salaire. Et ça, avec ces lots-là, on va faire un wow.
wow, c'est magnifique, j'ai gagné. Il y a les autres lots où ça va être un bof. Il y a quelque chose qui nous arrive, genre une crevaison, puis tu sais pas pourquoi, puis mon Dieu, ça t'a fait arriver en retard. Et c'est quelque temps après que là, tu réalises que c'est venu faire quoi dans ta vie, ça. Fait que des fois, il nous arrive quelque chose que on le sait pas trop, puis finalement, on dit, oh, une chance que ça, c'est arrivé. Tu sais, ça m'a sauvé un accident d'auto, exemple, ma crevaison. Et il y a le dernier lot qui est le pourquoi moi. Puis là, le pourquoi moi, tu te l'es peut-être dit toi aussi. Puis nous, on l'a demandé aussi au médecin. Et après, on l'a mijoté aussi. Pourquoi lui? Pourquoi nous? Pourquoi c'est si difficile? Puis, toi qui m'écoutes, peut-être que tu t'es dit ça, puis peut-être que tu te dis ça encore. Puis les femmes que j'accompagne dans la séparation, c'est pas rare que je les entende dire mais pourquoi moi? Pourquoi il m'a trompée? Je suis tellement une bonne fille. Et là, on reste là avec notre question de pourquoi. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que, tu sais, comme dans tout tirage, tu as déjà acheté les billets, des billets de loterie, là, je la nommerai pas, mais la grande loterie qui existe, c'est au Québec. Tu sais, il y a toujours des petits caractères là, qui sont écrits qu'on prend pas le temps de lire sur les billets. Mais admettons que sur nos billets gagnants à nous, il y avait l'option de pouvoir transformer notre lot gagnant, de le modifier ou de le changer. Hmm? Puis admettons qu'il y aurait aussi l'option de dire qu'on peut l'échanger contre un autre lot. Alors imagine, toi qui as ton lot en tête, comme moi, la maladie de mon fils ou mon divorce ou un épuisement que j'ai déjà fait par le passé ou peu importe. Et là, j'ai l'option de choisir. Ça veut dire que je peux choisir le lot gagnant. Là, toi, peut-être que tu m'écoutes puis tu te dis, ah oui, moi, je serais prête à changer, là. Fait que j'ai tous les lots gagnants qui existent ici sur Terre dans ma petite boîte. Fait que là-dedans, j'ai le millionnaire, j'ai le collectionneur de grandes voitures, j'ai celui qui a gagné une médaille olympique, j'ai la femme de carrière, j'ai tout ça. Mais j'ai aussi une perte d'emploi, j'ai aussi un parent abusif, j'ai aussi la pauvreté, j'ai la faillite, j'ai un handicap, une dépression, un cancer, j'ai la guerre, bref, j'en ai plein. Fait que là, je te donne la chance de prendre ton épreuve, hein, ce que tu vis en ce moment, ton lot gagnant à toi, puis je t'offre de piger. Mais là, tu peux piger mieux ou piger pire. Alors, piges-tu? Moi, je pigerai pas. Puis j'ai déjà fait l'exercice aussi avec mon fils. Fait qu'on va en parler tantôt, mais des fois, se comparer au pire, ça relativise notre épreuve. Fait qu'il y a toujours mon apprentissage là-dedans, c'est qu'il y a toujours mieux. Hein? Je pourrais vouloir choisir un billet qui est le plus chanceux, mais il y a aussi pire. Alors, quand on se compare, on se console souvent. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Et ça m'amène à la deuxième prise de conscience, qui dit qu'à chaque épreuve a sa rupture. Chaque épreuve, c'est une rupture d'une version de soi, une version de mon histoire. Si c'est la maladie tout à coup qui arrive dans ma vie, ben j'ai une rupture à faire avec la santé que j'avais. Si j'ai perdu mon emploi, j'ai une rupture avec mon ancien emploi. Si j'ai une séparation, ben j'ai une rupture avec mon ex-conjoint, puis j'ai une rupture peut-être avec ma belle famille, mais bref, ma vie sera plus pareille. Et si je pouvais, fait que ça fait donc une belle rupture dans mon histoire personnelle, hein, elle n'est pas tout à fait comme je pensais qu'elle allait être. C'est comme si on voit notre ligne de vie, puis qu'on aurait un post-it hein, qui dit « Fait marquant ici ».
Et là, on repart parce que il y a aussi ça qui est beau avec la rupture, c'est qu'elle vient avec une deuxième chance. Puis ça, c'est mon apprentissage. Fait qu'en fait, toute épreuve, chaque épreuve que tu vis va t'inviter à une reconstruction. Tu sais, une rupture, on pourrait comparer ça à quand tu changes de cellulaire. Hein, tu achètes un nouveau cellulaire, tu vas avoir des mises à jour à faire, tu as des nouvelles applications. Euh, on a ça constamment dans notre vie. Avec tous les changements, tous les défis qu'on rencontre, nos épreuves, à chaque fois, une épreuve va faire une rupture avec la version que tu étais pour t'emmener à faire un bilan de toi, à réévaluer ce que tu veux vraiment dans la vie. Bref, à te donner la chance, te donner une deuxième chance de te reconstruire, de te redéfinir, d'améliorer et d'embellir ta vie. Bon, quand tu es dedans, peut-être comme dans la rupture, tu le vois peut-être pas tout de suite parce que là, tu es en deuil, tu es accroché encore à l'espoir de la relation, à qui il était, à qui ou à qui elle était, à ce que la relation aurait pu être. Mais la deuxième chance peut t'emmener beaucoup mieux. Ça m'amène à ma troisième prise de conscience. Le pire que je connais, c'est mon pire. Dans mon livre Des millions de soleils, j'explique l'échelle des pires. Et l'échelle des pires, c'est que je peux avoir une épreuve, vivre des émotions et voir quelqu'un, comme peut-être que tu peux m'écouter en disant tantôt j'ai vu dans le commentaire touchant avec l'histoire de mon fils. Alors si toi, ton épreuve, tu la calcules de plus petite ou ah, moi c'est pas grave, c'est juste une dépression par exemple. Ce que j'explique, c'est que quand on vit une épreuve, c'est comme si on gravissait une échelle. Et on vit toujours notre pire épreuve. Fait que donc, si d'épreuve en épreuve, je vais comme monter dans mon échelle. C'est comme si j'ai une plus grande tolérance à chaque fois. Alors moi, qui ai des grandes souffrances, pourrais regarder l'autre en disant, voyons, c'est rien ce qu'il vit. Mais au niveau des émotions, si l'autre, c'est son pire, on est à la même place dans notre réaction d'émotion. C'est juste qu'on n'est pas à la même place dans notre échelle. Je te donne un exemple. Quand mon fils était tout petit, il était anticoagulé. Donc, quand un enfant va à la maternelle puis qu'il est anticoagulé, il ne faut pas qu'il se cogne, il ne faut pas qu'on le pousse, faut faire très attention parce que c'est comme un peu un hémophile. Et comme il était malade, il était essoufflé, il manquait souvent à l'école. Fait que j'avais pris l'habitude pour l'aider à faire sa place parce que moi, je voulais qu'il accepte sa maladie puis qu'il soit fier de lui malgré tout puis qu'il aille à l'école puis qu'il ait une belle confiance en lui. Fait que je l'accompagnais pour quand c'était les présentations, on amenait un petit cœur de plastique, puis on expliquait c'était quoi sa maladie en fait, puis tout ça. Et là, ça m'avait fait sourire parce que après qu'on parle d'une importante maladie comme celle de mon fils, il y avait des enfants qui venaient me voir. Hey, regarde, madame, là, j'ai une graphine sur la main, tu sais. Puis pour eux, c'était leur pire. Et j'ai réalisé plus tard que, parce que, tu sais, dans mon parcours de vie, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'hôpital, j'accompagne les gens, puis les gens venaient facilement se confier à moi et je me rendais compte que pour chaque personne, comme toi qui m'écoute, ce qui t'habite 100%, c'est ce que tu vis en ce moment et peut-être une épreuve pour toi en ce moment. Si c'est du beau, ça t'habite aussi, mais quand on est souffrant, souvent ça prend toute la place. Et dans ce temps-là, on est axé sur notre propre souffrance et c'est normal. Je me souviens, mon ex-conjoint, à un moment donné, nous, on allait régulièrement à l'hôpital, puis c'était des semaines, des mois et tout ça. Puis à un moment donné, on s'en va souper chez un couple d'amis, puis notre ami, il nous dit ah, parle-moi-en pas, en fin de semaine passée, on a passé la nuit à l'urgence, notre enfant faisait de la fièvre, il y avait un otite et tout ça. Et puis là, mon ex-conjoint avait dit une otite, de la fièvre, il n'y a rien là, tu sais. Et là, je lui avais dit après ça à la maison, si c'est son pire, il est très inquiet, il connaît pas autre chose. C'est nouveau pour lui l'urgence, c'est nouveau la fièvre, c'est nouveau d'être inquiet pour un enfant. Donc, dans l'échelle des pires, il était comme là. Alors, on pourrait bien dire, ah, pour lui, c'est pas grand-chose. Ou l'autre pourrait dire, ah, ben moi, je me plaindrai pas, c'est pas grand-chose. Mais pourquoi je t'explique ça? C'est que au niveau des émotions, ça ne se calcule pas.
la douleur. Ça ne se calcule pas le stress en fonction de moi, c'est moins grave ou lui, c'est plus grave. Si c'est mon pire, c'est mon pire. Il y a une autre histoire qui m'avait marqué à vie. Mon fils avait 18 mois, je demeurais à Montréal à l'époque, puis mon conjoint travaillait à l'extérieur, fait que je prends un taxi de la rive sud pour aller sur l'île à l'hôpital Sainte-Justine. Fait que là, j'ai le siège de bébé, puis on est dans le taxi, j'attache mon bébé comme il faut, on s'en va à Sainte-Justine. Et à Sainte-Justine, je suis toute seule avec mon bébé, puis là, j'ai pas des bonnes nouvelles. On me dit que là, il y avait besoin d'un nouveau cœur, puis que ça pressait, puis qu'on allait le mettre sur une liste. Fait que tu comprends que moi, la maman, toute seule à l'hôpital, j'ai vécu ça, là, très, très, très gros, puis là, il fallait que tu sais, que je me contrôle, parce qu'il fallait que je ramène mon bébé à la maison, puis là, le taxi, puis le siège d'auto et tout ça. Et là, on prend le taxi, on traverse le pont Jacques-Cartier, puis à la sortie du pont, le taxi tombe en panne. Il s'est mis à chauffer et tout ça. Et là, le, 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 le chauffeur, il s'est mis à gueuler. Oh non, je vais avoir besoin d'un nouveau moteur. Puis il gueulait, nouveau moteur. Puis c'est de la merde. Puis moi, je suis en arrière avec mon bébé qui a besoin d'un nouveau cœur. Alors lui, son pire, c'était que son auto avait besoin d'un nouveau moteur. Et c'était la fin du monde. Il avait aucune idée de ce que je vivais en arrière. Il avait aucune idée de ce que mon bébé vivait en arrière. Mais pour lui, c'était son pire. Bon, là, l'histoire, il est rentré dans le garage, j'ai essayé d'ouvrir la porte, il faisait trop chaud dans l'auto, j'étais hystérique, paniquée, mais j'y ai jamais dit, j'ai jamais parlé de l'histoire, puis il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, hey, vas-tu bien me lâcher que ton moteur, toi, tu sais, c'est rien un moteur, ça, tu sais, j'aurais pu embarquer là-dedans, mais c'est là que j'ai vraiment compris, le pire que quelqu'un vit, c'est son pire. Fait que si t'es dans ton pire, sois doux avec toi. Puis compare-toi pas à quelqu'un d'autre. Puis vois pas ce que tu vis moins gros que ce que l'autre vit. Mesure avec toi-même d'où tu es dans ton échelle à toi. Fait que l'apprentissage de ma troisième prise de conscience, c'est la douleur, ça se mesure pas. La quatrième prise de conscience, donner un sens à ce qui n'a pas de sens. Ça, c'est la troisième façon de réagir à notre lot, le pourquoi moi. Nous, l'humain, là, on doit, on doit comprendre pourquoi ça nous arrive. Puis les femmes que j'accompagne dans la séparation, là, ils restent bloqués à ça parce qu'ils aimeraient comprendre pourquoi c'est arrivé, pourquoi il s'aime plus, pourquoi il est parti avec l'autre, pourquoi. Et des fois, là, on n'a pas la réponse à ça, il n'y en a pas. Parce que des fois, l'autre ne sait même pas pourquoi c'est arrivé comme ça, un coup de foudre, il est parti. Des fois, on n'a pas accès parce qu'il ne veut pas nous parler ou il ne veut pas nous dire les vraies affaires ou même des fois, il va nous dire quelque chose, puis c'est pas ce qu'on voulait entendre, fait qu'on y croit pas. Fait qu'on reste dans notre pourquoi. Puis rester dans un pourquoi, là, c'est comme quand mon téléphone cherche le Wi-Fi. Tu sais, puis que ça tourne. Qu'est-ce qui arrive avec mon téléphone? Il se vide d'énergie. Hein? Il se décharge plus vite notre téléphone quand il cherche le Wi-Fi. Fait que quand on est pris dans ça, pourquoi moi? On s'installe dans notre rôle de victime. On n'est pas dans le mode solution. On est axé encore sur le passé, à regarder le passé. Et des fois, il n'y en a juste pas de réponse. Fait que quand la maladie est arrivée, je prends l'exemple de la maladie de mon fils. Pourquoi un enfant naît avec la maladie? Bon, il y a plein de théories, hein. Puis moi, j'ai fait là, de la biologie totale, la vie après la mort, l'émission de vie. J'ai voulu le savoir, le pourquoi, là. Vous savez même pas idée de tout ce que j'ai pu faire comme recherche. Ben, je me suis formée, puis ça m'a aidé, là. Il arrive rien pour rien. Mais sauf que la vraie réponse, on la connaît pas. Pourquoi je me suis séparée?
Pourquoi nous, on méritait en plus la séparation, mon ex et moi, après avoir vécu toutes ces épreuves-là, après avoir été soudés, des bons parents, avoir été là pour notre fils. Pourquoi ça nous est arrivé à nous? Ben, on l'a pas, la réponse à ça. Puis on l'aura peut-être jamais. Fait que ce que je fais, moi, dans ce temps-là, c'est là où j'appelle ça donner un sens à ce qui n'a pas de sens. La première fois que mon fils m'a demandé pourquoi moi, maman, j'ai cette maladie-là, il avait 8 ans, il était tout petit. Et c'est là où j'ai commencé à y parler de mission de vie. Tu sais, je dis, peut-être qu'on ne le saura jamais pourquoi tu as cette maladie-là, mais ce qui est important, c'est toi, ce que tu vas croire de ça et ce que tu vas vouloir faire avec ça. Fait que toi, si c'était une mission comme les super-héros, parce qu'à cette époque-là, il y avait 8 ans, les super-héros, ils croyaient à ça, là. Fait que, qu'est-ce que ça serait? Ben, il m'a dit, moi, maman, je vais montrer aux gens qu'on peut vivre avec la maladie puis être heureux quand même. Puis je me souviens, j'avais dit, c'est une très belle mission, ça, mon chéri. Chercher le pourquoi, ça nous empêche d'avancer. Et dans une des étapes du deuil vient l'acceptation. Accepter. Accepter que ça soit juste ainsi. Je ne suis pas obligée d'accepter la maladie, mais d'accepter que j'ai pas la réponse d'un un. Accepter que la vie est injuste comme ça. La vie, elle mérite pas au mérite. Tu sais, elle donne pas au mérite. C'est pas parce que je suis une bonne fille ou une mauvaise fille qu'il m'arrive telle chose. Fait que l'apprentissage là-dedans, c'est quand tu n'as pas la réponse, donne un sens. Le sens, il peut être basé sur ta spiritualité. Peut-être que toi, tu crois au bon Dieu, tu crois à les missions de vie, tu crois à les karmas, tu crois à ce que tu veux, puis on s'en fout. L'important, c'est que ça fasse du bien puis que ça fasse un sens pour toi. Puis dès que tu donnes un sens à ta vie, tu vas te mettre à avancer et puis tu vas sortir du rôle de victime pour devenir justement le héros de ton histoire avec le sens que tu veux y donner. Puis sais-tu quoi? Moi, je suis coach PNL, puis à l'intérieur de nous, dans le fond, les mots qu'on utilise, nos comportements, nos pensées, tout ça viennent de notre présentation à l'intérieur. Fait que quand on parle du mot épreuve, comme par exemple une séparation ou un divorce, la femme qui voit ça comme celle qui a été laissée puis qui décide de mener un combat contre son ex, exemple, pour aller chercher la pension alimentaire ou aller chercher l'argent, si à l'intérieur de elle, elle voit comme un combat, c'est sûr qu'il va y avoir de la bagarre. Celle qui dit, qui a décidé, ou celui-là qui a décidé de partir parce qu'il était plus heureux, puis il s'est choisi, puis qu'il le vit comme un soulagement, comme un nouveau départ. Tu penses qu'il va le vivre comment, lui, par rapport à celui qui se donne la représentation d'avoir été trompé, d'avoir été déçu, que c'est un échec, que c'est la famille qui est brisée. Bref, on a chacun notre représentation, mais quand j'accompagne les femmes, c'est une des premières choses qu'on va travailler ensemble. Parce que de la façon que tu vois ton épreuve, de la façon que tu vois la situation, si tu arrives devant un défi puis que tu le vois gros comme une montagne, et ça va être lourd à monter. Tandis que si tu le vois comme des étapes, tu le vois comme un nouveau départ, tu le vois, mais tout ça vient changer ton énergie. Fait que si aujourd'hui tu te mêles dans tes pourquoi, puis que tu n'arrives pas à avoir ta réponse, puis que tu stagnes, puis que tu fais comme ton cellulaire à chercher le réseau, puis tourner, ben donne-lui un sens. Ce que tu veux, mais donne-y un sens. Quelque chose que tu vas faire avec ça. Et ça m'amène à la cinquième. La cinquième prise de conscience qui est faire en sorte que ça compte. Faire en sorte que ça compte, là, c'est de ne pas avoir vécu tout ce que tu as vécu pour rien. C'est devenir plus riche de ta vie, plus riche de ton expérience, en étant même opportuniste de ce qui t'arrive. De te servir de ça pour grandir, de te servir de ça pour réaliser un nouveau rêve, de te servir de te propulser, puis de décider enfin de faire quelque chose de ta vie qui va te ressembler, toi, qui va être vraiment à ta couleur, que tu vas avoir décidé. Faire en sorte que ça compte, c'est vraiment utiliser notre deuxième chance. C'est
euh, faire quelque chose que toi, tu vas avoir décidé comme moi, dans le fond, faire en sorte que ça compte. Ben, c'est toutes les épreuves. Le premier livre que j'ai écrit parlait de la maladie, comment accompagner son enfant, comment ça nous transforme et tout ça. J'ai voulu faire en sorte que ça compte. Moi, à l'époque, il y a 25 ans, il n'y avait pas de livre pour aider les parents d'enfants malades. À l'hôpital, on nous disait, bon, donnez tel médicament. Mais comment on vit avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Puis qu'est-ce qu'on fait après quand les deux frères arrivent? Puis comment on fait pour gérer la maladie au quotidien, la peur? Ben, j'ai dit, OK, il n'y en a pas de livre, je vais en écrire un. On va faire en sorte que ça compte. Quand je me suis séparée, j'ai fait la même chose. J'ai écrit 2 livres pour aider les femmes à se reconstruire. Guide d'auto-coaching, puis un guide sur la dépendance affective. C'est parce que j'ai vécu tout ça qu'aujourd'hui je suis ici puis que je peux en parler. Parce que mon sens à moi, c'était que je ne pouvais pas avoir vécu tout ça pour rien. J'allais faire en sorte que ça compte. J'allais aider les gens avec ça. Puis j'allais contribuer moi aussi à faire un monde meilleur. Puis ça, il n'y a rien d'impossible, là. Toi qui m'écoutes, là, t'es c'est à ta portée aussi de faire quelque chose avec ce que tu as vécu, de partager, d'aider. Tu n'es pas obligé de faire des conférences, tu n'es pas obligé d'écrire des livres, mais d'aider quelqu'un qui est proche de toi, de partager ton histoire avec quelqu'un qui est en difficulté en ce moment, de pouvoir l'aider, de le diriger vers la bonne ressource. Bref, tu peux faire quelque chose qui va faire en sorte que ça compte pour toi aussi. La première fois, moi, que j'ai décidé de faire en sorte que ça compte, c'est mon fils, il avait 6 mois, puis là, ça allait vraiment pas bien, puis le médecin elle nous avait dit, on n'est vraiment pas certaine là, qu'il va être capable de survivre. Mais moi, là, c'est là où j'ai dit, non, 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 on n'aura pas tout vécu ça pour rien, je vais en faire quelque chose avec ça. Et j'avais décidé de faire de ces journées, à chaque jour, de faire de sa journée la plus belle, au cas où elle serait la dernière pour lui, mais aussi pour moi. Parce que moi, je savais que si lui, il, il surmontait pas ça, que sa vie s'arrêtait, ben moi, la mienne allait continuer. Et moi, je voulais être en paix, d'avoir fait tout ce que je pouvais, d'avoir contribué à son petit bonheur d'enfant, d'avoir contribué à sa guérison, d'avoir contribué à ce qui ait une vie heureuse, même si elle allait être courte. Donc, faire en sorte que ça compte, c'est comme si tu te donnes à toi euh, une promesse, que tu te fais une promesse de dire, ben tout ce que j'ai vécu, je vais ressortir tous les apprentissages de ça, comme si j'avais un gros coffre à outils à côté de moi, puis que chaque outil, chaque chose que je vais découvrir avec ce que je suis en train de vivre, ben je vais pouvoir l'utiliser après pour toute ma vie. Puis après, je vais pouvoir même transmettre ça à mes enfants ou transmettre ça aux autres comme un héritage. Et ça prend pas de cours, ça prend rien. Juste une partie de ton cœur que tu vas mettre au service de ton jeu. Parce que dans notre vie, j'explique encore quand j'accompagne, on vient au monde, on est un jeu. On forme un premier nous avec nos parents. De ce nous-là, on va apprendre ce que c'est que la vie. C'est là où on va vivre toutes nos premières fois. C'est là où on va découvrir l'amitié, l'amour. Le nous va se déplacer vers le nous qu'on va former avec des amis à l'école, avec nos enseignants. Après ça, on avance avec nos amis vers l'adolescence où là va s'ajouter d'autres amis. C'est là qu'on fait la différence entre l'amitié et l'amour. On vit nos expériences, on grandit. Ensuite va s'ajouter à ça d'autres nous amoureux, des nous au travail, les nous, ça continue. Mais laquelle des choses reste tout le temps, toute notre vie, sans changement? C'est le jeu. Fait que notre jeu sur la ligne de vie, on le voit circuler et à ça vient se greffer des nous, des aventures et tout ça. Donc, faire en sorte que ça compte, c'est se promettre, c'est promettre à son jeu hein, que tout ce qui va nous arriver dans la vie va nous rendre plus riches en tant que personne, va nous rendre plus grands. Donc, on prépare notre jeu à une prochaine rencontre d'un nous. Ça, c'est ce que je dis aux femmes que j'accompagne. Ton jeu se prépare, puis en quelque part, il y a un jeu masculin qui est en train de se préparer
pour votre rencontre. C'est un peu ça. Fait que quand on pense, on voit notre monde s'écrouler, rappelons-nous qu'au milieu de tout ce qui est écroulé, il y a un je qui est encore debout, puis ça, c'est toi. Lorsque tu penses que tu es seul au monde, mais tu n'es pas seul au monde, tu es avec ton je. Et c'est ce qui est de plus précieux. Faire de soi sa plus grande histoire d'amour, d'abord. Parce que la journée où on s'aime pour vrai, la journée où on s'aime bien, c'est là qu'on enseigne aux autres à nous aimer. Alors, si tu es célibataire, tu es séparé en ce moment, dis-toi que plus tu vas t'aimer, plus tu fais ton stage en amour perso, et plus après, tu vas être disposé à montrer à l'autre comment tu veux être aimé. Comment tu veux être aimé de ta famille, comment tu veux être aimé à ton travail, comment tu veux être aimé en amour. Évidemment, ça vient avec les limites, avec exprimer ses besoins, mais c'est d'être là pour son jeu. Et ça, c'est faire en sorte que ça compte. C'est pas l'épreuve qui doit t'arrêter. L'épreuve doit devenir un outil de plus. Puis peut-être tu vas me dire, ah ben oui, c'est facile à dire. Ah oui, mais rappelle-toi, le pire que je connais, c'est mon pire. Il y a toujours mieux, puis il y a toujours pire. Fait que oui, tu peux être dans cette posture-là en te comparant à mieux, mais tu peux aussi te comparer à pire. Et tu pourrais me lancer le défi, il y a tout le temps un pire, mais il faut le voir d'une façon différente. Puis quand il n'y a plus d'espoir, que tu penses qu'il y a zéro espoir dans ce que tu es en train de vivre, ben il y a encore un jeu qui a droit, lui, à une deuxième chance. Fait que ce soir, ça va vite, hein, c'est déjà terminé. Ce soir, je t'ai partagé 5 prises de conscience que tu dois mettre dans ton petit coffre à outils pour toi. On gagne tous à la loto de la vie. Fait que t'es pas toute seule, tout seul à avoir une épreuve. La deuxième, à chaque épreuve a sa rupture et sa deuxième chance. Le troisième, le pire que je connais, c'est mon pire. L'apprentissage, il y a toujours pire que toi. La quatrième, donner un sens à ce qui n'a pas de sens. On s'en fout du sens que tu lui donnes, pourvu que toi, ça te fasse avancer. Il y avait un des amis à mon père qui combattait un cancer, puis oui, il faisait sa chimio, il faisait tout ce qu'il fallait, mais il y avait une croyance forte au jus de carotte. Puis je me souviens, quelqu'un avait dit, ben voyons, le jus de carotte. Ils on s'en fout du jus de carotte. Si lui, ça lui donne l'énergie, en plus de ses traitements, ben qu'il continue. Parce que c'est ton jeu qui sait ce qui est le mieux pour toi. C'est ton jeu qui sait de quoi tu as besoin. La cinquième, ben, qui est faire en sorte que ça compte. Devenir plus riche de ce que tu as vécu. Puis pas avoir vécu ça pour rien. Si tu as envie de continuer, tu as envie de me lire, tu as envie, ben, je t'invite Magazine Vive que tu peux t'abonner. Tu peux aussi aller commander mes livres sur le site internet de la divorcée, www.la-divorcée, parce que je suis une femme.com. Là-dessus, tu vas aussi avoir un onglet pour les accompagnements. Fait que j'ai de l'accompagnement individuel, j'ai des programmes en hybride en ligne avec du coaching aussi, des groupes de femmes. Je fais des constellations familiales aussi, maintenant une nouvelle corde à mon arc. Fait que je fais ça sous forme d'atelier à Québec. Bref, tu as toutes ces informations-là sur mon site internet. T'es une femme qui vit la rupture amoureuse, qui est en pleine tempête de la séparation, qui est dans la reconstruction, qui est à l'étape de s'ouvrir de nouveau à l'amour, ben, tu peux venir rejoindre la communauté gratuite, le groupe Facebook qui s'appelle Séparation, Divorce et Nouveau Départ, laquelle je suis la gestionnaire. Tu as aussi l'émission Rupture si tu es dans la séparation ou le divorce. Tu peux, là, il y a eu les 6 épisodes. On va aller en tournage en février, justement, à la fin du mois. Et tu peux réécouter tous les épisodes en allant sur Télémag, l'émission Rupture. Fait que tu as 6 beaux épisodes là, avec des outils des spécialistes qui sont là et tout ça. Je pense que j'ai fait le tour.
Si tu as des commentaires, tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire info@commercialladivorcée.com toujours. Puis tu peux même réserver un petit appel avec moi que j'appelle un petit coaching de clarté pour qu'on regarde ensemble, c'est où t'en es, de quoi tu as besoin, est-ce que je suis la bonne personne pour t'aider? Fait qu'on prend ce petit moment-là ensemble. Puis là, je vois vos commentaires. Merci, merci à vous. Je suis touchée. Merci de votre présence. Euh, je vous souhaite d'avoir retenu au moins une petite chose, partir avec ça, puis faire en sorte que ça compte. Merci.